bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'histoire qui va porter cette fois sur les princes et les rois à l'époque moderne. Nous sommes toujours bien sûr dans le même chapitre, après avoir vu la découverte du monde par les Européens, et l'humanisme et la Renaissance et les réformes religieuses. Nous abordons un dernier thème qui sera découpé en 3 leçons, c'est-à-dire que nous allons voir 3 rois de France à l'époque moderne, qui ont marqué, chacun d'une manière différente, l'évolution de la monarchie. François Ier règne de 1515 à 1547, il a donc un règne relativement long, au cours duquel il va mener une politique de prestige, c'est-à-dire qu'il essaye de renforcer la manière dont on peut voir la monarchie française. Il veut être vu comme un grand roi, et il va s'y employer de différentes manières. Première chose très importante, à l'époque moderne, c'est l'Italie qui apparaît comme une des régions les plus riches, les plus prestigieuses de l'Europe. C'est là qu'a débuté la Renaissance artistique, c'est là que se trouvent de grandes cités commerçantes qui ont des navires à travers la Méditerranée. Donc, pour François Ier, être un roi prestigieux, c'est aussi avoir une politique italienne, c'est-à-dire envoyer son armée en Italie. Dès le début de son règne, la bataille de Marignan en 1515 l'oppose à une coalition d'armées italiennes, dont le duc de Milan. Il est victorieux et il va en tirer un certain nombre d'avantages. Parmi les armées vaincues se trouvent les armées du pape. Il va ainsi pouvoir imposer le fait que, dans son royaume, le roi de France choisit les évêques qui seront nommés à la tête des différentes régions de l'Église. L'enjeu n'est pas tellement religieux. Avant tout, il s'agit d'un enjeu économique, puisqu'on a vu depuis le Moyen-Âge que l'Église possède beaucoup de terres. Dans certains cas, ce n'est pas un seigneur qui dirige les paysans, mais plutôt une abbaye par exemple. En nommant les personnages les plus importants de l'Église en France, le roi peut donc aussi s'allier à la noblesse. Il peut ainsi confier tel ou tel évêché important à un enfant d'une famille avec laquelle il compte s'allier, et il peut contrôler, y compris donc, ce que devient en partie l'argent des impôts collectés par l'Église. Deuxième aspect de la politique de François Ier en Italie, François Ier se présente comme un roi mécène. Un mécène, à l'époque moderne, est un personnage important qui décide de favoriser tel ou tel artiste, qui l'invite à sa cour, qui lui verse le plus souvent une pension, et qui espère en retour être connu comme étant le protecteur de tel peintre particulièrement apprécié ou de tel musicien qui serait connu à son époque. Pour François Ier, on peut prendre l'exemple sans doute le plus connu, celui de Léonard de Vinci, qu'il fait venir près de lui, dans notre région d'ailleurs, la dernière demeure de Léonard de Vinci, le Clos Lucé, est le long de la Loire. Léonard de Vinci étant connu dans toute l'Europe, François Ier devient le roi qui a à sa cour ce personnage célèbre. D'ailleurs, François Ier ne se contente pas de faire venir des artistes, il fait construire des châteaux, les fameux châteaux de la Loire, qui pour certains d'entre eux sont des châteaux royaux, ne sont plus des châteaux forts, destinés à un usage militaire. Ce sont avant tout des palais de grandes demeures. On va soigner les jardins, l'architecture, la décoration. Et là encore, de nombreux artistes, y compris des artistes italiens, sont sollicités pour faire de ces châteaux la vitrine d'une monarchie qui veut affirmer son prestige. Et puis en France, François Ier va poursuivre sa volonté des rois capétiens de s'affirmer au-dessus du reste de la noblesse. On peut noter dans votre manuel qu'il est à la tête du pays, à l'époque sans doute le plus peuplé d'Europe, autour de 17 millions d'habitants, ce qui permet au roi de France d'être à la tête d'une armée extrêmement importante. Mais on voit aussi qu'il renforce son administration à travers l'édit de Villers-Cotterêts. En 1539, vous avez vu dans le document donné par le manuel que François Ier fait une ordonnance, c'est-à-dire une loi, qui va demander que le français soit utilisé pour les actes administratifs et pour la justice. Alors, pourquoi demander l'usage du français alors que nous sommes en France? Eh bien, parce qu'à l'écrit, la plupart des textes sont encore écrits en latin.
Depuis les débuts du Moyen Âge, c'est l'Église qui fournissait l'essentiel de l'instruction de toute la société. Les gens qui savaient lire et écrire étaient donc en même temps des gens qui connaissaient le latin. Presque toutes les monarchies d'Europe se sont donc appuyées sur cette langue à l'écrit. Et à l'époque moderne, on a déjà indiqué l'invention de l'imprimerie qui a une grande importance. Importance pour la diffusion de l'humanisme, importance pour la diffusion des progrès scientifiques, importance pour les querelles religieuses et la réforme basée sur les traductions de la Bible, mais aussi pour le fonctionnement des administrations. En effet, de plus en plus de gens savent lire et écrire et peuvent rendre service au roi, mais ils ne sont plus tous formés par l'Église catholique. Au XVIe siècle, une bonne partie des gens qui savent lire et écrire ne connaissent pas un mot de latin. Un bon exemple, Léonard de Vinci. Considéré comme un érudit aujourd'hui, à l'époque, il était parfois pris de haut par certains parce qu'il n'avait jamais appris le latin. Pour disposer d'une administration efficace, François Ier a donc besoin que tous ceux qui travaillent pour lui comprennent les différentes lois, les différentes décisions de justice, et l'usage du français devient donc beaucoup plus pratique que l'usage du latin. Mais attention à ne pas faire d'anachronisme. À l'époque, une bonne partie des Français ne parlent tout simplement pas le français. Du moins le français tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il existe une multitude de langues. Les langues d'oc, les langues d'oïl, comme le provençal ou comme le gascon, qui ne ressemblent pas à ce que nous appelons aujourd'hui le français, issu des langues d'oïl. L'édit de Villers-Cotterêts est donc bien la diffusion du français écrit et non pas la diffusion du français comme langue pour tous les habitants. D'ailleurs, ce n'était pas du tout l'objectif. C'est beaucoup plus tard, au XIXe siècle, que le français tel que nous le connaissons va s'imposer dans l'ensemble du pays. Mais avec François Ier, on voit que le français comme langue écrite pour les gens instruits est en train de se diffuser de plus en plus. C'est donc une réforme parmi d'autres qui va aider à développer la littérature française et l'utilisation du français dans la culture écrite. Merci de votre attention, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec le règne d'Henri IV, et d'ici là, je vous souhaite un bon courage. Au revoir.